Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters que vous attendez tous puisque nous allons passer 2019 en revue avec mon célèbre top 10, vous le savez bien. Donc je suis en France, j'ai pas le micro, donc le son donnera ce qu'il donnera et on va prendre le temps pour cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai l'impression que cette année il y a eu beaucoup de bons albums qui sont sortis. Enfin, est-ce que c'est une impression ou pas? En tout cas, ma curiosité s'est vue aiguisée, du coup j'ai écouté pas mal de choses et j'ai pas mal de trucs à vous dire. Donc faites comme moi, prenez un petit thé ou un thé de le mug du chaos. Alors c'est pas un placement de produit. Et voilà, on va se lancer tranquillement, on va prendre le temps. Et nous allons commencer par les concerts. Alors les concerts, moi j'ai fait deux festivals, le Siege of Limerick qui était pas génial et le Monolith Festival qui était superbe. Et pour savoir pourquoi le premier n'était pas bien et le second l'était, eh bien je vous invite directement à aller voir les vidéos de Metal Hunter sur ce sujet. Alors j'ai pas fait trop de concerts, mais il y a quand même des concerts qui m'ont déçu, donc ils sont pas classés dans l'ordre. Il y a tout d'abord Mayhem. Alors Mayhem, avant de parler du concert, je tiens à dire que c'est plus du tout le style qui me plaît, un peu comme le second concert dont je vais parler un peu plus tard. Et aussi je revenais de séjour à Toulouse où j'avais été avec des potes, on avait bien rigolé et me retrouver dans un concert avec un esprit, vous savez, true black metal, les mecs comme ça, je suis true, avec un style que je n'aime pas, eh bien j'ai pas forcément apprécié le concert. À coup sûr les fans eux l'auront aimé parce que les Norvégiens ont joué pendant 2 heures je crois, avec une belle part sur Demisteris Don Satanas et sur les vieux titres. Et à vrai dire le seul moment que j'ai apprécié du concert c'est lorsqu'ils ont joué To Demonium parce que grande déclaration au revoir est mon album préféré de Mayhem. Donc je pense qu'on peut dire que je ne suis absolument pas fan de Mayhem. Du coup, si je n'avais pas été accompagné à ce concert, je pense qu'au bout de 3 morceaux, après tout Démonium, je me serais barré. Bon, je suis resté jusqu'à la fin, c'était un peu pénible. Et je pense pas que j'irai revoir Mayhem. Surtout avec Necro Butcher qui m'a pas mal énervé à faire son petit gobelin racaille, tout énervé et tout. Putain, j'avais envie de descendre, lui foutre une calotte et dire tu te calmes maintenant. Ensuite, un concert qui m'a déçu, c'est Ghost. Alors comme j'ai dit, Ghost, voilà, musicalement, c'est pas tout à fait mon kiff, même si le dernier album, je l'ai bien aimé. Il passait à Dublin, je suis allé les voir, et on m'avait encensé Ghost. On m'avait dit, tu vas voir, c'est une messe noire, c'est un concert très cérémonique, on rentre dedans, c'est un peu comme ce qu'on m'avait dit pour The Devil's Blood, sauf que c'était sûrement plus vrai pour The Devil's Blood. Et on m'avait aussi dit, Ghost, au Hellfest, ils ont mis tout le monde d'accord. Et dans cette phrase, moi, il y avait deux choses qui me plaisaient pas, c'était tout le monde et Hellfest. Et quand on réunit les deux, moi j'ai compris, tout le monde au Hellfest, c'est-à-dire tous les Mongoliens du Hellfest ont vu Ghost, ils ont apprécié. Du coup, je me suis dit, bon, on va attendre un peu avant d'écouter Ghost, on a le temps, on n'est pas pressé. Et c'est pour ça que le seul album que j'ai écouté de Ghost en entier, c'est le dernier, que j'ai aimé, je le rappelle. Et au final, le concert, eh bien, je l'ai pas aimé parce que j'ai trouvé ça surcoté. Voilà, j'ai trouvé que c'était un show à l'américaine, mais à l'américaine du pauvre, parce qu'un show à l'américaine, pour moi, c'est Kiss et on en prend plein la gueule du début jusqu'à la fin. Or là, il y avait des tentatives de faire du grand spectacle, mais il n'y avait rien. Un décor en plastique, tout propre, tout aseptisé, 3 goules à la guitare, alors qu'avec 2 guitares, voire une, ça suffit. 2 goules clavéristes avec un clavier énorme, alors qu'un clavier, ça suffit. Bref, de la surenchère pour au final pas grand chose. Que ce soit musicalement ça vaut ce que ça vaut, mais surtout pas grand chose scéniquement. Donc je sais pas, je me dis que peut-être les gens qui sont fous devant Ghost, peut-être qu'ils font pas tant de concerts que ça, parce que moi personnellement ça m'a pas ébloui. Et voilà, je suis un peu resté sur ma faim. Comme je l'ai dit, je suis pas fan de Ghost, donc voilà. Après, Ghost ne se revendique pas métal ou ne se revendique pas faire partie d'un mouvement ou quoi, ils font leur train-train, ça marche, tant mieux pour eux, mais ce sera sans moi désormais. Et je peux aussi citer, et ça me fait un peu de la peine, parce que j'adore le groupe, Glory Hammer, qui lorsqu'ils sont passés sur Dublin, eh bien, avait un manque de motivation, surtout au niveau de Sir Proletus et de Hootsman. Alors après, Angus MacPhee, il était à fond, il était bien dans son personnage, il faisait le con, on a bien rigolé, mais les deux autres, ils s'ennuyaient. Et quand on va dans un concert de Glory et qu'il y a des mecs qui portent des costumes éco-plus, chevaliers et tout, qui font la gueule, et bien ça fait un peu pitié et on a un peu de mal à rentrer dans le bain, si j'ose dire. Après, je me suis bien amusé, le concert était cool, mais c'est vrai que moi qui ai l'habitude de voir Glory Hammer tous les ans, j'ai vu des concerts bien mieux qu'eux, et du coup je suis sorti de cette date un peu déçu. Je me demande s'il ne ferait pas mieux de prendre une pause, parce que voilà, on dirait que les mecs, ils en ont un peu assez de se déguiser, de faire les imbéciles. Peut-être qu'ils aimeraient quelque chose de plus sérieux. Donc,
à voir. Si vous avez vu Gloria Hammer, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous êtes content ou quoi? Et est-ce qu'une pause ne serait pas la bienvenue? Est-ce que c'est pas le bon moment? Alors ensuite, avant de parler de mon top 3 de concerts, je vais juste mentionner deux choses par rapport au show que j'ai vu. Alors déjà, j'ai vu un très bon concert à Budapest, à Amorphis et Soulwork, dans une nouvelle salle. Alors, je crois que ça s'appelait Barba Negra, mais je ne suis plus très sûr. Donc c'était très très appréciable, le public hongrois est génial, la salle est géniale, il y a un coin de restauration, les bières sont pas chères et le concert était bien. Donc c'était un petit voyage que j'avais fait avec Maud Buis, on avait d'ailleurs tourné Therion, que je vous conseille d'aller regarder, cette chronique de Therion. C'était un bon moment. Et après, ce que j'aimerais signaler également, c'est que j'ai découvert un groupe sur scène cette année, un groupe que je connaissais et que j'appréciais déjà, c'est Tribulation. Je les ai vus deux fois, une fois au Siege of Limerick et une fois en première partie de Ghost. La première partie de Ghost était meilleure parce que scéniquement, ils avaient un gros backdrop, ils avaient une grande scène qu'ils ont réussi à s'approprier très facilement. Ils ont joué dans un zénith, ils n'avaient aucun souci à se produire sur cette grande scène avec un public de, je sais pas, il devait y avoir 500, 600, peut-être 800 personnes. Je suis très mauvais pour compter. Donc là aussi, si vous voulez savoir ce que je pense de Tribulation, allez jeter un coup d'œil à mon report du Siege of Limerick. Mais je peux déjà ressouligner le fait que Hulten, grimé en veuve noire avec ses guenilles qui volent, ses voiles, etc., qui tournoie sur lui-même et qui oscille de droite à gauche de la scène, avec une aisance très naturelle et très gracieuse, eh bien c'est du très bel effet. Et c'est parfait pour Tribulation. Allez, mon top 3 de concerts maintenant. Alors en troisième position de mes meilleurs concerts, je mettrai Moonspell et Rotting Christ que j'ai vu à Toulouse. Et c'était justement avant Mayhem. Donc là, c'était la formule que j'adore. C'est partir dans une ville, y rester 2-3 jours avec des potes, bien bouffer. On a bouffé du cassoulet, on a bu du bon pinard, etc. Visiter un petit peu, faire un bon concert, et limite je préfère ça que passer 3 jours enfermé dans un festival. Donc c'était une très belle date. Rotting Christ sur scène, c'est toujours génial, et puis Moonspell, les Portugais avec tous les tubes qu'ils ont et le charisme naturel qu'ils possèdent, c'est sûr que ça allait être excellent. En plus le public toulousain était vraiment chaud, comme à son habitude, donc très belle date, pas besoin d'en dire plus. En seconde position de mes meilleurs concerts, il y avait Devin Townsend, et c'était le dernier concert que je faisais, le dernier concert 2019 à Dublin, un concert auquel j'ai failli ne pas assister, ou du moins j'y suis allé en reculons, parce que le dernier album de Monsieur Townsend, Empath, eh bien il ne m'a pas plu des masses. On y reviendra quand je parlerai des sorties de 2019. Mais j'aurais eu tort de ne pas y aller à ce concert parce que déjà tous les shows de Devin Townsend que j'ai vus étaient géniaux, c'est toujours un très grand moment, et puis surtout il n'a joué que le meilleur de Empath, le meilleur pour moi bien sûr. Donc nous avions Borderland, nous avons Evermore, nous avions également Why, durant laquelle Devin Townsend est arrivé en tutu en faisant un peu l'imbécile, ce qu'il aime beaucoup faire, ce petit margoulin. Et Devin Townsend qui s'entoure en plus de musiciens très bons, Marcus Reuter avec sa façon si particulière de jouer de la guitare, en fait elle est droite, on dirait qu'il joue de la contrebasse le mec. Mike Kennelly, je crois, un guitariste qui avait été remarqué par Frank Zappa, qui lui-même disait que c'était un bon guitariste, donc ça veut tout dire. Ou encore la chanteuse, alors je crois que c'est Chi Aimee Dorval, qui nous fait oublier Nina Tayeb, donc excusez du peu. Et puis bien sûr Devin Townsend, et c'est impossible de ne pas être heureux, de ne pas sourire devant Devin Townsend, devant son humilité, sa gentillesse, sa simplicité. C'est un mec, Devin Townsend, chaque fois qu'il fera sold out, il sera étonné de par la réception que le public lui offrera. Donc voilà, c'est un amour ce gars, et c'est un régal de le voir sur scène. Ça, on a passé un très bon concert. De toute façon, il était là pour ça. Il est arrivé, il nous a dit bon, là on est ensemble pendant 2 heures, donc vous oubliez le boulot, les factures, les petits problèmes de la vie, les vidéos des Nyok Metal sur le hentai. On va rester entre nous, on va passer un bon moment, et mission réussie. On s'est régalé. Et mon meilleur concert de l'année 2019, alors c'est quelque chose qui ne paye pas de mine comme ça, mais c'est Guff Tate qui est arrivé avec son groupe Operation Mindcrime, il me semble, et qui a repris pas mal de Operation Mindcrime. Alors les puristes diront ouais mais c'est pas Queen's Reich, il n'y avait pas le bassiste, il n'y avait pas le batteur, il n'y avait pas machin. Moi je m'en fous. Tout ce que j'ai vu là, c'est qu'il y avait Guff Tate qui est arrivé comme un patron. Donc le mec, c'est vraiment un Mac. Il a des chevalières et tout. Il arrive, il dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Et puis plaf, avec sa voix sublime, il te sort les tubes de Queen's Reich à la perfection. On était un petit comité, donc il n'y avait que des mecs qui étaient là par amour du Reich. Et, enfin, attention avec cette phrase quand même, c'était pas le concert de Peste Noire, vous comprenez ce que je veux dire. Bref, une setlist faramineuse,
J'ai chanté du début à la fin, c'était vraiment très très bon. Surtout que là aussi, Geoff Tate, on a eu beau le faire passer des fois pour un dictateur, etc. Moi je pense que c'est quelqu'un qui adore la musique qu'il fait et c'est quelqu'un de très humble également, hein, très gentil. Donc on s'est bien régalé et la bonne nouvelle, c'est qu'il va refaire une tournée pour reprendre les titres de Empire et de notre album Rage for Order, je crois, en 2020. Donc ça, je vais y aller, on va se régaler également. Donc voilà, meilleur concert de 2019, haut la main. Et je tiens à préciser aussi que j'ai rencontré le Bullet Club, et ça il faut le savoir, c'est très important. Donc Tama Tonga et Tangaloa à Dublin, ils ont gagné leur match, c'était excellent. L'année du Bullet Club, hein, et B, est vraiment sympathique, hein, avec Jay White qui gagne le championnat poids lourd New Japan, puis après qui gagne le championnat intercontinental, qui va bientôt peut-être gagner le double dash, mais ça, voilà, quand la vidéo sortira, on connaîtra les résultats. Hein. On verra si je suis énervé ou pas du coup. Allez, on passe sur les sorties et on va commencer avec les déceptions. Et encore, les déceptions, hein, après réflexion, il y en a juste une seule de déception, une déception attendue, hein, si je voudrais être méchant, voire réaliste. C'est l'album de Amo à Mars. Et c'est vrai que j'aurais dû m'y attendre, hein, avec le titre de l'album, la pochette. Ouais, c'est vraiment pas génial. Et puis au final, je me dis que les mecs, ils ont raison. Hein. Comment ça marche un album d'Amour en Mars? Les mecs, ils sont en studio, ils ont une feuille comme ça, ils sont là. Alors qu'est-ce qu'ils veulent, les cucks? Ils veulent, allez, on va mettre Viking, bière, corne, combat, Viking. On reprend des vieux riffs qu'on avait fait sur les bons albums, on modifie une note ou deux, et puis ils seront contents. Et ça marche, et bien Amo à Mars a raison, voilà, qui continue à pas s'emmerder, à faire une musique qui ne veut plus rien dire, qui est très simple, qui ne prend plus aux tripes comme c'était le cas avant. Ils ont raison, ils vendent leurs cornes, leurs t-shirts, allez, c'est fini. Ensuite, il y a deux albums que j'ai failli mettre dans les déceptions, mais je pense qu'il faut simplement que je les écoute un peu plus pour les apprécier, parce que ben, justement, en les écoutant une, deux, trois fois, ben, j'ai réussi à attraper quelques titres intéressants. Ce sont les deux derniers albums d'Alceste et d'Insomnium. Donc voilà, c'est pas des déceptions, mais je pense qu'il faut que je m'y attarde un peu plus. Et concernant les albums sur lesquels il faudrait que je m'attarde un peu plus, il y a au contraire deux albums que j'ai écoutés qu'une seule fois et que j'ai adoré, mais comme je les ai écoutés il y a super longtemps et que je ne les ai plus jamais retouchés, eh bien je ne sais pas trop où ils se situent dans mon top 10, donc ils n'y sont pas, mais ce sont deux albums qui sont très bons, les albums de Saor et Soen. Voilà, en plus ça ressemble un petit peu, donc c'est facile à retenir. Et puis il y a l'album de Devin Townsend, Empath, qui m'a beaucoup déçu. Alors je l'avais précommandé parce que ben, je trouvais jolie la pochette, je sais que Devin Townsend en général c'est sympa ce qu'il fait, voire excellent, et il y avait un t-shirt avec un chat rigolo dessus, mais malheureusement l'album m'a déçu. Alors il y avait bien des titres qui m'ont plu, ce sont d'ailleurs les titres dont je parle lorsque je parlais du concert de Devin Townsend, et jusqu'au concert, cet album j'allais le mettre dans les déceptions. Mais après le concert, bon, déjà les titres que j'aimais, eh bien, je les ai encore plus appréciés, mais c'est surtout lorsque Devin Townsend nous a expliqué le concept que ça m'a assez touché. En fait, le but de Empath, d'après Devin Townsend, c'est de rassembler les gens et de combattre la dépression. Et malheureusement, Dieu sait que Devin Townsend, le pauvre, il en sait quelque chose de ce qu'est la dépression. Donc juste pour ça, eh bien, ça m'a fait apprécier l'album encore plus, et je ne peux pas le mettre dans les déceptions. Donc Empath, pour moi, c'est un mais, c'est un joli mais voilà, il reste quand même des titres qui pour moi sont indigestes, voire incompréhensibles, donc voilà, un joli mais. Et nous allons à présent passer au top 10 de l'année 2019, mais en fait, pas du tout, je mens parce que lorsque j'ai dressé la liste de tous les albums que je souhaitais voir apparaître dans mon top, je me suis retrouvé avec 14 disques, et je voulais pas simplement retirer 4 albums et ne pas en parler, donc là je vais parler de ces 4 albums, non pas dans un groupe préférentiel, et nous allons commencer par un duo de power metal avec Glory Hammer, Legend from Beyond the Galactic Terror Vortex. Je pense pas me tromper, de toute façon je mettrai la pochette ici, et si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense de cet album, allez voir la vidéo de Metal Hunters. Voilà. Et il y a également Majestica, Above the Sky, qui est un groupe formé par Tommy Johansson, qui est le dernier guitariste rentré chez Sabaton, et qui est quelqu'un qui adore le power metal. Il n'y a qu'à écouter Above the Sky ou bien lire une interview du monsieur pour combattre. Voilà, pour comprendre à quel point le mec adore le style et vénère des formations comme Stratovarius ou son Antarctica, avec surtout les premiers albums de ces derniers. Et du coup, Tommy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé
tout le bon du power metal, il en a fait une boule, il a fait Above the Sky. Donc ça c'est clairement un des meilleurs albums de power metal sortis cette année, que je vous conseille grandement si vous aimez le style. Ensuite, je vais citer un album de death mélodique qui vient de Finlande, il me semble, Brimir, Wings of Fire, qui propose une musique, je dirais, très claire et très lumineuse de par l'omniprésence des claviers. Donc il y a des claviers dans tous les sens, et ces claviers avec les riffs de death mélodique, eh bien ça crée une musique très accrocheuse, avec parfois des sonorités d'un vieux Children of Bodom. Enfin, surtout sur le premier titre, ça fait plaisir et c'est vraiment un très bon album, le meilleur album de death mélodique sorti cette année, bien au-delà, bien devant plutôt les Soulwork ou autres Insomnium, pour moi. Et pour finir, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Neil Morse, qui a sorti en plus un autre album avec Flying Colour, mais là on va parler de The Neil Morse Band avec The Great Adventure, qui est dans la directe continuité du précédent album Similitude of a Dream. D'ailleurs, il n'y a qu'à mettre les pochettes à côté pour le comprendre. Donc du métal rock progressif, de très haute volée, avec pas mal, toujours avec la même bande, Randy George de la violence à la base, Portnoy, Eric Chillette, etc. Horror pour finir le line-up, pour pas faire de jaloux. Donc un très grand album de progressif avec ce que Neil Morse adore faire dans tous ses albums, c'est-à-dire attribuer un thème, une mélodie spécifique à l'album. C'est-à-dire Neil Morse en fait, il aime bien attribuer ce genre de mélodie à ses albums. Du coup, lorsqu'on entend une mélodie, on peut se dire, oh, tiens, ça c'est cet album de Neil Morse, ça c'est cet album de Transatlantic. Et ici, pour The Great Adventure, nous aurons deux mélodies. Tout d'abord, Welcome to the World, qui est très entraînante, mais aussi A Momentary Change, il me semble, qui est un peu plus calme et qui, dès qu'elle apparaît, se voit avoir une succession de chants, c'est-à-dire que Mike Portnoy va chanter un couplet, puis Eric Gillette va prendre la suite, etc. Et c'est du plus bel effet. Et d'ailleurs sur cet album, sur The Great Adventure, on peut avoir, pour faire le lien entre ce nouvel opus et le précédent, eh bien le thème de A Similitude of a Dream. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est très rigolo de les voir composer ces mecs, parce qu'en général ils sont à table, ils boivent le café et tout, et puis il y en a un qui dit moi cette nuit j'ai eu une idée, c'était et les gars ils sont là, ouais c'est génial, ils vont au studio et 2 heures plus tard le squelette de l'album est fini. Donc voilà, c'est très rigolo de voir les making-of de Neil Morse. Bon et du coup, puisque ça fait un moment que je parle, on va faire une petite pause musicale, hein, et puis on reviendra pour le top 10, et cette fois-ci je ne mens pas. En numéro 10, j'ai choisi Atlantean Codex, The Curse of Empires. Alors c'est du heavy très épique avec quelques nuances doom où chaque titre est une envolée guerrière et une ode épique.
Souvent pour décrire la musique de Atlantean Codex, j'ai l'habitude de dire que c'est du vieux manoir ou du vieux power US avec bien sûr quelques touches de doom assez discrètes mais bel et bien présentes, mais une musique beaucoup plus raffinée. Ici on ne combat pas des vikings gros bofs pour ensuite partir en Harley dans des bars aux USA pour boire des bières et tirer des gonzesses siliconées. Non, ici on se bat pour des pays, pour des empires, pour des dieux, et on se voit facilement en concert en train de reprendre tous ces titres avec conviction en levant le poing ou la pinte vers les cieux. Ce que certains d'entre vous pourront faire si vous allez au Pyrénéan Warrior Open Air en 2020. En numéro 9, je vais mettre Wilderun, Veil of Imagination. C'est mon coup de cœur et ma découverte de l'année. Je l'ai découvert sur le site Metal Storm où, et ça il faut le savoir, il est actuellement numéro 1 des meilleures sorties de 2019. C'est pas rien quand même. Alors Wilderun, c'est un groupe américain qui fait une musique progressive qui rassemble énormément d'éléments. Donc on a du death progressif, des voix claires, de la musique folklorique, pas mal d'éléments musicaux qui nous font penser à des BO de films et qui confèrent au style quelque chose d'assez flamboyant. Le tout pour donner un genre qui plairait sans aucun doute aux fans d'Opeth. Vous pouvez écouter par exemple The Unimaginable Zero Summer, ou encore ça pourrait convenir aux fans de Landslide avec la chanson The Tyranny of Imagination, surtout au passage lorsqu'il y a des voix claires. Et je tiens à préciser que je ne suis pas fan d'Opeth, donc si vous n'aimez pas Opeth, vous pouvez quand même tenter Wilderun. D'autant plus que la pochette est ici magnifique et mystérieuse, il n'y a pas le nom du groupe, il n'y a pas le nom d'album, il y a juste ce vase magnifiquement peint, et je trouve que cela décrit à merveille l'univers de Wilderun. Alors attention parce que c'est un album qui demande des efforts, un certain effort, un certain travail pour arriver à le comprendre et à rentrer dedans, mais une fois que vous avez fait cet effort, eh bien c'est juste un régal et il est très dur de le lâcher. Et en 8e position, qui avons-nous Nous avons Neil Morse avec Jesus Christ The Exorcist. Et oui, Neil Morse qui a sorti le plus d'albums qu'il pouvait parce qu'il souhaitait tout simplement se retrouver dans mon top 10. Aïe aïe aïe. Alors nous avons là le projet de Neil Morse qui est sûrement un projet du cœur puisque ça va raconter l'histoire de Jésus, donc c'est la Bible. Neil Morse est un chrétien, je le rappelle. Donc, Neil Morse a beaucoup travaillé sur cet album pour nous fournir un rock progressif bien très arrangé et très beau, avec énormément d'invités. C'est un rock opéra, donc déjà il y a pas mal d'invités aux instruments. Il a même fait venir un orchestre avec des cuivres, des cordes, etc. Il a fait venir les copains aussi, puisque par exemple dans le rôle de Jésus au chant, on peut avoir Ted Leonard, ou encore la batterie, il y a Eric Gillette de The Neil Morse Band. Et d'ailleurs c'est assez rageant quand on voit ça, parce que Eric Gillette, PGM de la guitare dans The Neil Morse Band, et après Neil Morse l'appelle, il dit ouais il me faut un batteur, l'autre il arrive, pas de soucis, batterie sans problème, voilà, ça va. Alors comme je le disais, c'est un projet que Neil Morse a laissé maturer pendant plus de temps que d'habitude, parce que vous savez qu'en général Neil Morse il speedrun les albums, il les sort très facilement, mais là voilà, il a voulu prendre le temps, bien bosser dessus, et le résultat est là. Voilà, c'est un très bel album de rock progressif. Alors c'est sûr que si vous êtes allergique aux mots Jésus-Christ, Dieu, etc., écoutez, tant pis pour vous, vous passerez à côté d'un très bel album de rock progressif. Et c'est Portnoy d'ailleurs qui disait que c'était bien dommage qu'il y ait énormément de personnes qui refusent d'écouter du Neil Morse, parce qu'il y a souvent, très souvent, des références à Dieu ou au christianisme, et bien parce que Neil Morse c'est une ponte du métal progressif américain. Donc voilà, vous vous privez de belle musique parce que vous êtes con. En 7e position, je mets Dream Theater Distance Over Time, et c'est le moment où tous les rageux et tous les connards vont arriver. Dream Theater c'est nul, nanana. Il faut savoir qu'il n'y a qu'en France où les gens critiquent autant Dream Theater avec autant de gratuité. Dans les autres pays, les gens ils s'en foutent. En France, non, les gens ils aiment pas Dream Theater, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent Dream Theater et ils vont au concert à Dream Theater. C'est quand même assez dingue ça. Les mecs, faut se faire soigner au bout d'un moment. Surtout le pire dans tout cas, c'est que Dream Theater, ils en ont rien à foutre des rageux, ils font leur truc dans leur coin, et là ils nous sortent un album tranquille et classique. Trop classique diront certains, mais pourtant les bons titres sont là. Je peux par exemple citer S2N ou encore Paralyze avec leurs refrains qui sont très évocateurs et très forts. The Wither Hand qui est une très belle chanson qui traite d'un sujet assez grave puisque ça parle des femmes battues. Il y a également The Barstool Warrior qui a un petit Roland de 6 Degrees of Inner Turbulence, un de mes albums favoris de Dream Theater, il faut le savoir. Ou encore, peut-être ma chanson favorite, c'est la ballade qui est toute simple mais qui est assez forte, assez puissante, Out of Reach.
qui me laisse pas indifférent. Donc voilà, c'est un album bourré de belles choses et bourré de très beaux solos de Petrucci, si bien que l'album aurait pu s'appeler Distance vers Petrucci. Donc voilà, Dream Theater a fait le boulot. Une fois de plus. En 6ème position, nous avons Swallow the Sun When Shadow is Forced into the Light, et ça tombe très bien parce que là il commence à faire rire, enfin il fait vraiment gris d'ailleurs, il pleut et tout, donc voilà, on est bien dans l'univers des Finlandais, dans l'univers qui est un peu dépeint par la pochette, très belle pochette, donc de la noirceur, de la solitude, de la peine, de la souffrance même, et tout cela très bien retranscrit par leur style assez unique, le style de Swallow the Sun, cette espèce de death mélodique très atmosphérique avec des voix death, avec des voix claires sublimes. Non voilà, cet album c'est un régal que je n'écoute pas tout le temps parce que déjà quand j'ai un petit coup de mou, il vaut mieux que j'évite. Aussi quand il fait beau, quand je suis de bonne humeur, j'évite également parce que ça risque de me mettre un peu mal. Donc voilà, sous certaines conditions, et là le temps comme ça, gris avec de la pluie, écouter Swallow the Sun en buvant un petit whisky et regardant dehors, c'est nickel. Donc voilà, très bel album de Swallow the Sun encore une fois. Empires rise, empires fall. Conquering kings sleep in timeless halls. Freedom and glory, corruption at last. Ever westward, the cause of empires. Cinquième position pour Disentom, The Decaying Light, l'album death de l'année, clairement un death metal qui est intense, puissant et brutal, avec une aura irrésistible qui lui est propre et que Disentom parvient à faire perdurer du début jusqu'à la fin du disque. Et ça, autant pour les morceaux qui sont violents et rapides, que pour les morceaux qui ont un tempo un peu plus apaisé, qui sont un peu plus lents. Et c'est d'ailleurs sur ces titres-là que cette atmosphère se verra renforcée. Et du coup, pour dépeindre cette atmosphère et cet univers dans lequel Disentom veut nous traîner de force, quoi de mieux une fois de plus que se tourner vers la magnifique pochette qui nous montre un endroit qui est terrible et dangereux et qui me fait pas mal penser à Dark Souls. D'ailleurs, vous voyez, il y a un petit bonhomme avec une torche là qui arrive. Et bien ça, c'est vous, c'est le joueur qui est arrivé dans cette arène devant ce colosse qui est figé. Mais comme vous connaissez Dark Souls, vous savez que ce colosse ne va pas rester figé longtemps et que dans un moment, la musique très grandiose, classique et orchestrée va démarrer, le colosse va se réveiller, c'est un boss et il va vous casser la gueule, il va vous défoncer. Ça va être l'heure d'aller manger, donc faire une pause et on va revenir après une fois qu'on aura bien bouffé parce qu'on
En France, on est là pour ça, pour bien manger, hein, et pas des trucs véganes, attention. Hein. Quatrième position donc pour Evergrey avec The Atlantic, un album qui revient de loin puisque lorsque je l'ai écouté la première fois, eh bien je le trouvais sympa mais sans plus, et c'est en le réécoutant que j'ai appris à l'adorer, même si je dois avouer qu'il y a une certaine inégalité dans les titres. Au niveau de la qualité, hein. Par exemple si on prend All I Have, qui est une chanson très bien, attention, hein, mais qui est simple dans sa structure, on peut vraiment pas la comparer avec par exemple le premier titre de l'album, Silent Arc, qui est long, qui est grandiose, qui est très élaboré, qui frôle parfois avec le prog, avec Tom Englund magnifique à l'intérieur. Donc voilà, il y a quelques disparités on va dire, mais à part ça tous les morceaux sont bien, hein. Je pourrais encore citer Weightless ou encore Current. Autre chose appréciable aussi, c'est tout ce côté même, je vais dire aquatique, même si j'aime pas trop ce terme, mais disons qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous renvoient aux océans, à la mer. Il y a des bruits de phares, des bruits de sonar, des bruits de vagues qui s'écrasent sur la jetée. Eh bien, c'est normal puisque le thème principal de cet album, c'est l'eau. Voilà. Aussi, une chose à savoir, c'est que Tom Englund a composé cet album alors qu'il était en plein divorce. Du coup, il y aura beaucoup de notions comme la perdition ou la perte de repères. Et pour finir, eh bien, Evergrey nous fait un peu ce que Mastodon avait pu nous faire, c'est-à-dire associer un album à un élément. Donc là, c'est l'eau. Les deux albums précédents, je ne sais plus trop quel élément avait été choisi, donc je ne sais plus quel sera l'élément qui sera choisi pour le dernier album de ce cycle. Mais quoi qu'il en soit, celui sur l'eau est très réussi. Vraiment, c'est un album, une merveille. Je l'écoute toujours avec autant de plaisir. En troisième position, c'est donc Étrange avec son album nommé Étrange, venant d'un duo français, j'espère que je vais bien le prononcer, Vélon et Dédale. Donc déjà c'est un concept album assez exceptionnel puisqu'on va suivre les aventures d'une sonde qui a été envoyée dans l'espace pour trouver une planète habitable pour nous les humains puisque la Terre est visiblement matricée. Et déjà ce que je peux dire c'est que c'est un album qui est entièrement instrumental. Et d'un côté je me dis que ça a énormément de sens et de logique par rapport au concept puisqu'on va suivre bien le voyage de cette sonde et que une sonde ça parle pas, hein, ça fait des bruits tout ça mais voilà, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de chant, qu'il n'y ait pas de parole. Et c'est donc la musique très progressive et technique qui va merveilleusement guider notre voyage et notre imaginaire dans cet espace magnifique, contemplatif, mais parfois inquiétant, voire dangereux. Et au final chacun aura une expérience unique et très différente de celle de son voisin puisque comme je l'ai dit, seule la musique guide nos pensées, il n'y a pas de texte, pas de paroles pour nous décrire ce qui se passe.
Et c'est ça le point fort de cet album, c'est d'en ressortir avec une expérience unique, avec des images uniques que nous sommes nous-mêmes formés par rapport à la musique. Et c'est vraiment très bien que Étrange laisse travailler notre imaginaire, ce qui est souvent la meilleure des façons pour nous toucher et nous faire ressentir le maximum d'émotions. Alors je vais digresser un petit peu, mais pour moi ce qu'on retrouve dans Étrange, c'est parfois le même procédé qu'on peut trouver dans la littérature, comme pour Lovecraft par exemple. Pourquoi Lovecraft ça marche aussi bien? Pourquoi ça nous file autant la frousse? Eh bien c'est parce que le danger est souvent très peu décrit, voire pas du tout. Alors certes il y a quelques descriptions, ce qui nous permet de trouver des dessins de Cthulhu et autres, mais en général les monstruosités et les entités cosmiques ne sont vraiment pas décrites. Par contre, ce que Lovecraft décrit très bien, eh bien c'est la peur, voire la terreur que les personnages ont en face de ces monstruosités. Du coup, bien, quand on lit Lovecraft, on ressent très bien la peur et la terreur, qui est très bien décrite, mais on ne peut pas mettre une image fixe par rapport à ce qui est écrit dans le roman. Du coup, on s'imagine ce qui nous ferait atteindre ce degré de terreur. Et en général, ça marche très bien. Ou sinon, on ne se l'imagine pas et ça marche aussi, parce que l'absence d'image, justement, ça nous effraie, parce qu'on aimerait bien savoir ce qui nous fait peur, ce que nous avons en face de nous, mais on ne peut pas, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans le cinéma, un bon exemple, c'est Blair Witch, on ne voit jamais le danger, et c'est ça qui nous effraie au final, c'est de ne pas pouvoir imaginer ce qui nous fait autant peur. On sait qu'il y a quelque chose de très dangereux, mais on ne sait pas ce que c'est, du coup notre imagination part dans tous les sens, un peu comme cette fin de chronique sur Étrange. Alors j'arrête ici. À la seconde position, nous avons donc l'album d'IQ Resistance. Alors IQ, c'est un vieux groupe de néo-prog anglais qui, parfois, ces musiciens se rassemblent et ils font comme moi, ils boivent le thé là, oh my god. Enfin, ils boivent pas des hectolitres de thé comme moi, hein. Ils sont un peu plus raffinés, on va dire, des gros mugs Sport Direct. Et ils se disent, tiens, on pourrait faire un album, et du coup ils font un album, et en général c'est une merveille. Alors dans une vidéo de Metal Hunters, j'ai déjà encensé le précédent album d'IQ, The Road of Bones, et bien Resistance est du même calibre, mais sans le concept, même si, en lisant les paroles, il me semble qu'il y a pas mal de termes relatifs à l'espace, donc il y a souvent l'espace, les étoiles, etc. Le temps, la notion de temps revient souvent, et aussi un petit côté post-apocalyptique, ce qui nous renvoie à la pochette, une très jolie pochette, mais bon, c'est vrai que les paroles sont assez mystérieuses, j'ai pas peaufiné le sujet, donc je vais garder mes théories pour moi, je vais pas vous emmerder avec la pochette, les univers, etc. Parce que je suis vraiment pas sûr de ce que je pourrais avancer. Alors ici on a du rock néo-progressif qui applique les mêmes recettes, mais avec quelques touches de modernité, notamment pour la production, etc., ce qui rend la musique très actuelle. Resistance, qui est donc un double album dans lequel on va trouver un peu de tout, donc il y a des titres longs, il y a des titres courts, il y a des titres qui sont très élaborés, très progressifs, d'autres qui sont plus directs, des chansons calmes, voire poétiques, et ce de par le chant de Peter Nichol qui parfois frôle l'idéal récitation, avec bien sûr des textes qui sont bien écrits et comme je l'ai dit très énigmatiques. De très belles lignes de texte, je me souviens il y avait un passage qui m'a marqué, c'était It's only forever now, a matter of time. Donc voilà, on a le contraste entre c'est seulement pour l'éternité, une question de temps, et les paroles sont bourrées de choses comme ça. Donc vraiment de très beaux textes. Du coup, je vous conseille d'essayer d'écouter Fire and Security, ou sinon vous avez la somptueuse et très délicate Perfect Space, et si vous voulez quelque chose de plus direct, pourquoi pas le titre ouvrant l'album, Un missile. Très bien mon accent. Au final, écoutez tout l'album, surtout si vous êtes fan de musique progressive, de rock progressif anglais. Il faut absolument que vous écoutiez cet album parce que c'est une merveille. C'est tout. Now I know
Mais oui, Van den Plas, mais bien évidemment. Alors certains diront, ouais, mais Van den Plas, voilà, c'est la facilité et tout. Eh bien oui, mais non, hein, parce que s'ils avaient sorti un album pas génial, mais je ne l'aurais pas mis. Or, cet album, c'est la folie. Hein. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, bon, j'étais à deux doigts d'appeler les labels pour annuler toutes les autres commandes de CD que j'avais faites en leur disant, non, mais de toute façon, je suis sûr que l'album que vous allez me livrer, c'est de la merde. Là, j'ai le top 1, on arrête tout, j'ai plus besoin de rien écouter, ça va. Surtout que Van den Plas, voilà, c'est un peu comme IQ, ouais, les gars, ils font leur petit train-train, leur petite vie, et des fois ils se réunissent, ils font un album, et puis cet album, en général, il a de grandes chances d'être magique et magistral. Bon, ben Van den Plas, c'est du métal progressif d'une fabuleuse classe, hein. On a Andy Kunz qui nous régale avec un chant, comme d'habitude, débordant d'émotions, Stefan Nils qui nous offre des solis merveilleux, et de toute façon, si Distance Over Time de Dream Theater brillait de par les prestations de Petrucci, alors The Ghost Experiment, The Awakening nous éblouit carrément avec Stefan Nils. C'est très simple, chaque chanson, chaque solo de chaque chanson m'a donné la chair de poule. Voilà. Donc nous avons ici un concept, une histoire qui sera en deux parties. Ici on a donc la première partie de cette histoire, l'histoire de Gideon Grace, un enfant orphelin qui a été retrouvé à 11 ans dans la matrice et qui a été placé dans un orphelinat à Saint-Malo. 11 ans plus tard, il se fait agresser par 3 esprits maléfiques et même s'il parvient à s'enfuir, eh bien malheureusement son ami et puis son amoureuse, carrément Ivy, se retrouve assassiné par ces esprits. Très vite, Gideon va comprendre que fuir ne sert à rien puisqu'il est toujours rattrapé par les esprits et c'est dans un chalet, je crois, ou dans un... comment on dit, dans un lieu-dit qui s'appelle Prends-Trois-Gardes, où il sera à nouveau attaqué par les esprits, il décidera que le mieux à faire, c'est d'en apprendre un peu plus sur ces esprits pour pouvoir les combattre. Donc du coup, il va se renseigner, lire des études pour savoir ce qui se passe, il va en apprendre plus sur lui-même, et l'album se conclura lorsque Gideon Grace aura les connaissances et les armes nécessaires à affronter les esprits. D'ailleurs, je pense que c'est là que vient le nom de l'album, The Awakening, le réveil de quoi? De Gideon Grace, qui a enfin compris qui il était et comment vaincre ces connards d'esprit qui lui cassent les couilles depuis des années. On ne peut pas se laisser emmerder comme ça. On est en France ou quoi là? Oh. Et tout cela nous donne un excellent album de Van den Plas, même si à la première écoute, j'aimais bien l'album, mais j'étais un peu mitigé. En fait, il n'y avait que le premier titre, Cold December Night, et le dernier titre, The Ghost Experiment, qui avaient été tous deux présentés par le groupe avant la sortie de l'album. Eh bien, il n'y avait que ces deux titres qui me plaisaient, mais lors de la seconde écoute, c'était fini, j'étais conquis, et j'ai adoré tous les titres. Alors, tout a été composé musicalement par Stefan Nils, sauf un seul titre, et je ne me souviens plus duquel, qui a été composé par Werno. Mais ce titre ne fait absolument pas tâche au milieu des autres, et c'est ça aussi la force de Van den Plas, c'est que c'est un groupe qui a toujours été le même, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de changement de line-up, c'est 5 potes qui ont traversé les âges ensemble, et du coup ils savent comment composer pour faire des morceaux qui s'emboîtent parfaitement les uns avec les autres. Les paroles par contre sont écrites par Andy Kunz et font une fois de plus preuve de son talent, et c'est le genre de paroles que j'aime bien qui vont évoluer tout au long de la chanson, hein. C'est-à-dire que le premier refrain ne sera pas pareil par rapport au dernier refrain, ce dernier ayant largement évolué pour coller à l'histoire. Et d'ailleurs une chose que j'ai remarqué, que peut-être les fans de Van den Plas très assidus qui lisent les paroles comme moi auront remarqué, lorsque Gideon Grace est en train de chercher des informations par rapport à comment combattre les esprits, il tombe sur un journal de métaphysiciens allemands, et ce journal s'appelle The Inhabitant of My Diary, les habitants de mon journal intime. Et si vous vous souvenez bien, c'était exactement plus ou moins le nom que portait le projet solo d'Andy Kunz, Abydos. C'était un long à rallonge et à l'intérieur il y avait The Inhabitant of My Diary. Je mets ma main à couper
que c'est à relier tout ça, il va falloir que j'enquête, et moi j'aime bien quand il y a des ponts au travers des albums, etc. Surtout que les deux univers coïncident, parce que dans Abydos, je me souviens que le petit, comment il s'appelait, Fly, il me semble, il écrivait dans son journal intime, et il y avait des esprits un peu qui essayaient d'envahir le monde, donc je pense qu'il y a un rapprochement intéressant à faire. Autre chose qu'il y a d'incroyable avec ce dernier album de Van en Place, c'est que, à part le premier titre qui fait office de titre d'ouverture pour parfaitement nous plonger dans l'histoire, et le dernier titre dont nous allons parler dans un petit moment, eh bien toutes les chansons au milieu, chacune d'elles clôturerait à merveille un album tellement le final est grandiose et exquis. Et le pire, c'est que plus les chansons avancent, plus les finales sont bons et sont extraordinaires. Je veux dire, pour la dernière chanson, Fall from the Sky, avec les chœurs et tout ça qui renforcent le refrain, c'est limite si j'ai pas les larmes aux yeux. Hein. Et après on repart donc avec le dernier titre, The Ghost Experiment, qui est la chanson la plus agressive de l'album, très directe, et avec une approche très heavy, notamment avec un refrain qui est presque fédérateur, hein, le type de refrain qui va très bien marcher en live. Donc c'est une chanson qui est très accrocheuse. Là, Gideon, il est prêt à faire la bagarre, là on n'est plus là pour rigoler. Et voilà, je pense que ça annonce très bien la couleur pour le prochain album de Van en Place. Voilà, ça nous met très bien l'eau à la bouche de ne pas finir sur un final grandiose qui donnerait lieu à une fin très nette. Là, c'est vraiment, vous savez, comme dans les BD, quand la dernière page, c'est juste avant un très grand combat et qui est écrit à suivre, donc on se dit, bah non, je voulais voir le combat. Mais c'est exactement ce qui se passe pour ce Van en Place. Du coup, vivement 2020, surtout si le deuxième volet a une qualité semblable à celui-ci. À mon avis, ça va être un régal. Et puis j'ai confiance à Van en Place, ils m'ont jamais déçu, donc il me tarde à 2020 juste pour ça. Voilà, cet épisode de Metal Hunter c'est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé le tourner, même si j'ai trop mangé, que je suis en pleine digestion et que j'en peux plus, que j'ai envie d'aller faire la sieste. Mais avant d'aller dormir, quelques informations. Hein. On va revenir sur 2018 avant toute chose. 2018 où j'avais choisi en tant qu'album de l'année le disque de Rivers of Nihil, que je vous conseille d'aller écouter, hein, si ce n'est pas déjà fait. J'avais fait une chronique dessus d'ailleurs. Aussi, quel était votre choix, quel était le choix des gens concernant l'album de l'année? Vous savez, tous les top 10 que je récupère à droite à gauche pour les combiner et voir un petit peu quel est l'album qui ressort du lot. Eh bien, vous aviez choisi, parce qu'on va dire ça, on va dire que c'est vous qui aviez choisi, hein, vous les abonnés, ceux qui regardent, ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu, vous aviez choisi en tant qu'album de l'année 2018 Amorphis, Queen of Time. Un bon album, mais Amorphis ça fait mieux, hein, si on prend l'album précédent, Under the Red Cloud, il est largement supérieur à mon avis. Et du coup, eh bien, je ne le fais pas souvent, mais exceptionnellement, je vais vous demander de mettre en commentaire votre top 10. Et oui, parce qu'une fois de plus, je vais combiner tous les top 10 que je peux trouver pour voir quel est l'album qui ressort le plus, quels sont les albums qui ressortent le plus, parce qu'au final, il y a un classement, hein. Classement qui apparaît sur mon blog, que je mettrai dans la description, si le corps vous a dit d'aller voir un petit peu comment évolue ce classement, ou si vous avez envie de me lire, excusez-moi. Je fais souvent des live reports, des concerts que je vois. Je fais toujours d'ailleurs des live reports des concerts que je vois. Donc, bien, allez-y, donnez-moi votre top 10 et faites un peu d'effort, hein, arrêtez avec vos conneries. Ouais, mais là, ça se classifie pas, je vais au Hellfest, voir Ghost, arrête tes conneries, calme-toi, mets ton top 10, tais-toi et après tu iras au Hellfest si tu veux, mais pour le moment tu mets ton top 10. Cette vidéo va sûrement être celle qui fera le plus de vues. Plus de vues pour Metal Hunter, ça veut dire 150 vues, 200 vues, peut-être 300 si j'ai de la chance. Donc ça veut dire qu'il va y avoir environ, on va dire, 150-200 personnes qui vont regarder cette vidéo. Ce serait bien qu'il y en ait la moitié qui me file des top 10, voilà. Et puis si vous voulez pas écouter, c'est pas grave, au final moi je m'en fous. Hein. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire, alors ça on s'en bat les couilles maintenant. Oh là 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 là, voilà, maintenant il va falloir tout ranger. Sur ce, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, et surtout n'oubliez jamais, stay metal. And
Ah, Achille, Achille, Achille. Putain, mais arrête là. T'as des gosses, tu fais quoi là? T'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Calmez-vous, je veux juste savoir quand c'est qui sort le prochain Metal Hunter, c'est C'est tout. quand j'aurais digéré les mains, tais-toi. Putain. Putain. Qu'est-ce que tu veux toi? Putain, mais chinoise, dégage.